Le million, le million. Et oui, plus d'1 million selon l'Intérieur, et même plus proche de 2 selon les syndicats. Du jamais vu depuis les mobilisations de 2010 contre la réforme Woerth. À ce niveau-là, il va falloir beaucoup de pédagogie. Alors forcément, comme disent les jeunes, on prend la confiance. Mais quelles sont les conditions d'une mobilisation sociale victorieuse? Regardons les 2 dernières grandes mobilisations nationales victorieuses. 2019, la réforme visant à instaurer la retraite à points est abandonnée. Elle serait facilement passée sans la mobilisation, mais en fait, c'est surtout l'épidémie qui a mis un coup d'arrêt à ce projet. 2006, les grèves et manifestations contre le contrat première embauche ont poussé Jacques Chirac et son Premier ministre, Dominique de Villepin, au renoncement. Mais le contexte de rivalité politique à l'approche de l'élection de 2007 a joué aussi un rôle déterminant, car le CPE devenait lui-même une sorte d'objet de basse tactique politicienne. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait tiré le tapis sous les pieds de son Premier ministre. Pour qu'une mobilisation aboutisse, il faut aussi un contexte politique défavorable au pouvoir, reflet de divisions internes à la bourgeoisie, que le mouvement social doit savoir stratégiquement exploiter. Or là, la Macronie n'affiche pas une unité absolue et déterminée. On va voir ça. Bon, en ces temps troublés, il faut se fier à nos phares de la culture française. Toujours de bons conseils. Je pense bien sûr à Michel Sardou. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que je n'ai pas compris cette réforme. La réforme. Moi, personnellement, là, devant vous, je vous dis, j'ai rien compris. En effet, depuis 1 an, le président dit tout et son contraire. Faut une réforme des retraites pour faire des économies en général dans les comptes publics. Ah non, en fait, c'est juste pour combler les déficits du système de retraite en particulier. Ce sera le quinquennat du dialogue, de la consultation des corps intermédiaires, blabli blabla, mais en même temps, tous les patrons de confédérations syndicales se plaignent de l'impossibilité d'argumenter sur les retraites. Et en même temps, jeudi, depuis l'Espagne, Macron nous ressort El Famoso, c'est pas la rue qui gouverne. Il y a eu aussi un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Et il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois, c'est juste ça ce que je dis. Au passage, notez cet écran bien splitté. Bon taf BFM. Normalement là, ils te mettent un syndicaliste ou un LFI, et derrière t'as une vitrine brisée ou une poubelle qui crame. Vous avez voté Emmanuel Macron? Oui, la dernière fois, oui. Les 2 tours? Ah bah oui. Ah bon? Vous auriez pu au premier tour faire un autre choix. À qui Mélenchon. Ah, Mélenchon, non. Cette communication du « en même temps » devient illisible, et en même temps signale une fragilité. Comme le souligne une analyse du Monde, Macron s'est de plus en plus entouré de technos sans surface politique, et apparaît plus que jamais sans relais dans la société. Il ne l'écoute pas, ça on le sait, mais il ne sait pas non plus par quel bout la prendre. Et la solidité de son dispositif politique est sérieusement mise à l'épreuve par la mobilisation. Ainsi, les patrons des différents partis de la majorité ne se pressent pas pour aller défendre la réforme. François Bayrou au Modem enchaîne les critiques sur la forme et demande toujours des améliorations sur le fond, ainsi qu'une hausse des cotisations patronales pour la financer. Édouard Philippe à Horizon est distant. Alors même qu'en 2019, c'est lui qui défendait, contre les arbitrages de Macron, une réforme paramétrique similaire à celle sur laquelle Macron, là, va se casser les dents. Bah oui, Philippe, il est déjà dans le coup suivant. Un député de son groupe a même déclaré ne pas avoir l'intention de voter le texte en l'état. Dans les rangs de l'aile gauche de Renaissance, l'aile gauche, des élus font de même. Barbara Pompili et, plus vigoureusement, Patrick Vignal. Si ça n'évolue pas, je ne voterai pas cette loi. Par contre, si je vote contre, je quitterai le groupe. Même aujourd'hui, c'est perçu comme une réforme injuste, y compris par des macronistes. Y compris par des macronistes, j'allais y venir. Vous pourriez peut-être les convaincre de venir avec vous. D'autres députés adoptent une position plus attentiste et opportuniste. Ils observent ce que font la rue et comment va évoluer l'opinion. Berger fait son possible pour secouer ses brebis égarées, même remontrance dans la bouche du ministre de l'économie. Je dis surtout faisons bloc. C'est plus tout à fait le cas. Je dis si un député ne vote pas la réforme, il se passe quoi? Il est encore dans la majorité, on passe l'éponge? Je pense vous avoir expliqué que je ne suis plus au Parlement, je suis au gouvernement, donc c'est au Parlement de mesurer l'impact que cela pourrait avoir. Je souhaite évidemment que toute la majorité, sans exception, soutienne, explique, défende et vote cette réforme. Ajoutez à ça, ou plutôt soustrayez, la quinzaine d'opposants du côté des Républicains.
Bah oui, certains voient bien que cette réforme est impopulaire, alors même s'ils sont d'accord sur le fond, pourquoi prendre ce risque politique alors qu'ils sont même pas au pouvoir? C'est les fameux black machin là. Black bloc, ouais. L'exécutif commence donc à faire ses comptes et s'inquiéter pour sa majorité. Et il commence à se dire, il faudra choper des députés jusque dans les chiottes. Non, c'est pas ça le texte. Jusque dans les liottes. Vous savez, le groupe centriste, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Habituelle force d'appoint de la majorité, mais qui, là, manquera à l'appel. Leur président a été sans ambiguïté. Pour la première fois de ma vie, je vais aller manifester. Pour le moment, nous sommes contre le report de l'âge légal à 64 ans. En face de l'exécutif, l'opposition parlementaire fait bloc. La gauche NUPES et les partis qui la composent entendent bien profiter aussi de l'occasion pour faire oublier quelques mauvaises séquences internes. Et le RN, lui, veut tirer son épingle du jeu. Opposé à la réforme, mais adversaire des luttes autonomes des travailleurs, le parti d'extrême droite soutient mollement les manifestations, tout en reprenant la rhétorique gouvernementale de la division entre les manifestations calmes et la grève, le blocage, etc. Tous ces gens ont besoin d'aller travailler, donc ils veulent pas d'un jeudi noir. Par contre, on peut se mobiliser, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est intéressant. Alors comment vous allez manifester, c'est parce que vous allez manifester dans la rue comme beaucoup de gens, beaucoup d'années. Ah oui, mais vous n'allez pas travailler, donc il va y avoir grève, quoi. Oui, c'est pas un jeudi noir pour les autres, voilà. Bon, et par ailleurs, il y a eu. C'est pour ça qu'il faut faire une différence entre se mobiliser et ne pas assurer les services publics. Si le mouvement est perdant, Marine Le Pen dira que la gauche et les syndicats sont inutiles et emmerdent le monde. Elle a tout intérêt à ne rien faire et à renvoyer éternellement aux prochaines élections. Je suis contre le fait de paralyser la France. De bloquer. Voilà. Dans ces conditions, il n'est pas sûr que l'opinion se laissera retourner par les quelques Attal, Le Maire ou Dussopt envoyés sur les plateaux pour chanter les refrains « La réforme est nécessaire »,« de la pédagogie »,« dans le dialogue » et « non au blocage ». Il n'est jamais trop tard pour se parler. Qu'il n'est jamais trop tard pour échanger, qu'il n'est jamais trop tard pour chercher à avancer ensemble. Car pour moi, c'est le gain essentiel de la journée réussie de jeudi. Le gouvernement ne parvient pas à imposer dans l'opinion son récit de réformistes contre déraisonnables ou gentils manifestants contre bloqueurs. Surtout, c'est un signal fort envoyé au reste de l'opinion, qui est contre la réforme, mais qui a une attitude attentiste, et qui est sceptique sur les capacités de victoire d'une mobilisation sociale. En effet, un sondage du JDD, par exemple, indiquait que si 68% des Français sont opposés à la réforme, ils sont autant à croire qu'elle passera tout de même. Le problème principal est donc la résignation, et la croyance que si je vais dans la rue ou que si je fais grève, je serai tout seul. On avait gagné la bataille de l'opinion, et je pense que l'Élysée le sait. Maintenant, on a gagné la bataille de la résignation, et on montre que les salariés sont déterminés, qu'ils et elles ne se laisseront pas faire. En somme, on est loin de pouvoir dire « Oh là là, la Macronie s'effondre ». Mais la particularité du moment, c'est que tout ce petit monde va être méchamment mis en tension, par les oppositions parlementaires, par la rue, par l'opinion publique, et aussi par l'expertise qu'on produit sur le contenu de la réforme. À la semaine prochaine. Moi, je suis un peu contre cette manif.